Bonsoir. L'inquiétude des Français du Rwanda, le trouble d'Édouard Balladur à Pékin, le retour à Lyon de l'un des deux jeunes Algériens récemment expulsés, la longue marche des antinucléaires en France, le héros anonyme du Paris-Roubaix quotidien et le suicide du chanteur du groupe rock Nirvana. Voilà les nouvelles du jour. La plus grave vient d'Afrique, de Kigali au Rwanda, où les affrontements ethniques et politiques auraient fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y a dans ce pays près de 3000 étrangers, dont 600 Français. C'est la raison pour laquelle des soldats français ont été déployés ce matin dans la ville pour commencer l'évacuation des ressortissants occidentaux. Françoise Joly. L'opération a pour nom Amaryllis. Elle vient de commencer. Ces hommes sont des soldats belges. Ils quittent leur base militaire de Tielen. C'était la nuit dernière. Quelques heures plus tard, à bord de ces avions, ils s'envolaient pour Kigali, la capitale du Rwanda. Leur mission, assurer la protection et l'évacuation des ressortissants étrangers bloqués dans une capitale à feu et à sang. Et parce qu'il faut faire vite à Kigali même, ce matin à 6h30, 280 parachutistes français s'emparent de l'aéroport. Leur objectif, tenir cet endroit stratégique et en faire une tête de pont pour évacuer la communauté étrangère. 1500 Belges, 600 Français, mais également plusieurs centaines d'Allemands, d'Américains, d'Italiens ou de Canadiens. Les forces françaises viennent de République de Centrafrique, de Bangui, et c'est vers Bangui que ces expatriés de toute nationalité devraient être évacués. En ce moment même, selon nos informations, les civils français se regroupent dans la capitale rwandaise. On peut se déplacer, on a un point de ralliement qui est l'école française de Kigali. Et on doit se regrouper donc par petits groupes. Pour l'instant, ça ne concerne que les femmes et les enfants. Donc à l'école française de Kigali, et à ce moment-là, on est pris en charge par les militaires. Les consignes elles sont très simples. Ne pas sortir des habitations, préparer un sac dans l'éventualité d'un départ, et puis attendre qu'on nous donne le feu vert pour ce départ. Au demeurant, il y a déjà un avion de Français qui est parti sur Bangui. Mais le plus difficile pour les parachutistes du 3e RIMA est d'assurer une liaison entre l'aéroport et le centre-ville. D'autant que la situation reste confuse et que les combats ont repris entre rebelles et forces gouvernementales. Il semblerait même, ces dernières heures, qu'il soit devenu extrêmement périlleux pour les soldats français de tenir l'aéroport de Kigali. Ce soir, la Croix-Rouge internationale ne parle plus de milliers de morts, mais de dizaines de milliers de victimes. Les rebelles font route sur la capitale pour combattre la garde présidentielle et menacent même d'affronter les troupes françaises si elles devaient se trouver sur leur route. La guerre civile, la guerre entre ethnies Hutu et Tutsi est de nouveau en marche au Rwanda. Et pour obtenir les dernières informations, François Cornet vient de téléphoner à l'un des responsables des casques bleus, le colonel Pochet. Les ressortissants sont toujours chez eux à la maison. Je pense que c'est le plus sûr qu'ils restent à la maison parce que les expatriés n'ont jusqu'à présent pas été la cible des combats et des exactions. Donc pour l'instant, on demande à tout le monde de rester sur place et de ne se rassembler qu'au moment où tout sera clarifié. Tous les ressortissants sont par l'ambassade au courant de ce qui se passe et ce qu'ils doivent faire au moment voulu. Il y a une unité française qui occupe l'aéroport à ce moment-ci. Il y a des soldats belges qui vont arriver dans les prochaines heures et demain nous serons vraiment, je pense, en nombre pour évacuer tous les ressortissants qui le voudront en toute sécurité. Abdelhakim Youbi a finalement pris le vol Constantine-Lyon en début d'après-midi. Il avait été expulsé le 24 mars dernier après une manifestation anti-CIP. Mouloud Madassi est en revanche encore en Algérie, mais il devrait revenir en France demain ou après-demain. Serge Mondor, Jean-Claude Martin. En début d'après-midi, Abdel foule de nouveau le sol français après avoir passé 15 jours en Algérie où il avait été expulsé. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé mercredi, au terme d'un long bras de fer entre les autorités judiciaires et administratives, que les jeunes seraient autorisés à rentrer. Aujourd'hui, Abdel est lui de retour, fatigué mais heureux d'être là. Je souhaite rester en France avec mes parents. Et je suis à l'école ici, je fais un stage, tout. En plus, je vis avec mes parents ici. J'ai pas de famille, j'ai de la famille, mais mes parents ils sont en France.
Au cours d'une conférence de presse, ces avocats ont expliqué les raisons d'un retour plusieurs fois retardé par les autorités algériennes. Une carte de résident non valable et un service national non effectué dans aucun des deux pays. Le gouvernement français serait intervenu pour régler ces ennuis. Les avocats ont tenu également à démontrer qu'Abdel est loin d'être le casseur que l'on dit. Il n'y a aucun fait de bris de vitrine, aucun fait de vol, aucun fait de recel. Il y a éventuellement le reproche d'une participation à une manifestation, ce qui est contredit par les propos de M. Youbi, et d'avoir soi-disant jeté des pierres, ce qui semble complètement faux, vu les conditions de l'arrestation. On a arrêté 20 personnes en même temps, on les a, si je puis dire, coincés dans un goulot d'étranglement rue de la République, et M. Youbi n'avait aucune pierre sur lui et aucun fait violent à l'égard des policiers. Abdel doit maintenant attendre le 18 avril, le jour de son procès en correctionnel. Pour l'instant, l'arrêté d'expulsion est suspendu. Dès lundi, il reprend sa formation professionnelle. La visite d'Édouard Balladur en Chine a failli mal se terminer. En arrivant à Shanghai, le Premier ministre a appris l'interpellation de nouveaux dissidents irrités. Édouard Balladur a demandé des explications. Il les a obtenues sous forme de démenti. La visite peut continuer. Jérôme Catala, Yves Barbe. Mauvaise surprise pour Édouard Balladur à Shanghai. À peine vient-il d'arriver ici que les milieux proches des dissidents chinois annoncent de nouvelles interpellations. Il s'agit cette fois du président et du secrétaire général de l'Association pour les droits de l'homme. Des interpellations qui s'ajoutent à celles déjà intervenues à Pékin les jours précédents. Trop, c'est trop. Alain Juppé est chargé de réclamer officiellement des explications aux autorités chinoises. La réponse ne tarde pas. D'après les informations que nous avons, et qui m'ont été données en tout cas par les responsables chinois, il ne s'agit pas d'arrestation, mais il s'agit de vérifications qui ont été suivies de libérations. Je vous répète ce que l'on m'a dit. En fait, ce type d'incident ressemble bien à un test qu'imposent régulièrement les autorités chinoises aux visiteurs occidentaux. Le mois dernier, le secrétaire d'État américain l'avait également subi. Mais au-delà de cette épreuve de force, si le Premier ministre a voulu affirmer la présence française ici, c'est que l'on y expérimente l'économie socialiste de marché. En clair, Shanghai se veut le nouvel Eldorado chinois. D'ailleurs, les Américains, les Japonais ou les Allemands ont déjà fait le voyage. Édouard Balladur n'a donc pas voulu perdre de vue l'objet de son voyage, l'amélioration des relations entre les deux pays, notamment économiques. Il l'a dit à l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Arroir. Mon voyage avait donc d'abord et avant tout un sens politique. Il sera suivi par le voyage d'un ministre chinois à Paris et par le voyage de ministres français en Chine pour développer nos relations économiques. En effet, les Chinois considèrent que dans toute une série de domaines, l'industrie française peut leur apporter beaucoup et donc peut aussi apporter beaucoup à l'emploi dans notre pays. Je citerai par exemple le développement de centrales électrique, je citerai des projets en matière de télécommunications, je citerai également des projets, il faut voir si ça se vérifie, en matière d'importation de blé français en Chine. Il s'agissait donc, disons, de tourner une page dans nos relations et de reprendre des relations qui soient plus fécondes et plus utiles pour les deux pays. C'était mon objectif et je crois que cet objectif est atteint. Vous avez abordé avec les autorités chinoises le problème des droits de l'homme. Vous avez choisi de le faire avec discrétion, cela vous semble plus efficace. Et pourtant, il y a eu des arrestations de dissidents pendant votre séjour. Est-ce que cela n'a pas gêné votre visite? Dès lors que le monde s'unifie, que les comportements économiques, commerciaux se rapprochent, nous entrons dans une évolution qui sera sûrement celle du XXIe siècle, dans laquelle les comportements également en matière de liberté politique, de droits de la personne vont devoir se rapprocher. Et c'est ce que j'ai dit à mes interlocuteurs en leur disant que c'était une évolution à laquelle tous les pays devaient se préparer. Quant aux problèmes précis qui peuvent se poser, je les ai évoqués aussi bien dans des conversations qui étaient purement privées, et j'ai eu l'occasion de dire qu'en la matière, il me semblait qu'il était plus efficace de demeurer discret, car une chose dont il faut se garder, c'est de froisser son interlocuteur inutilement. Regardons ce que font d'autres pays qui voudraient jouer les donneurs de leçons en la matière. Ce sont souvent ceux qui font le plus volontiers litière des convictions qu'ils affichent pour développer leurs propres affaires. Alors, en ce qui nous concerne, nous, Français, nous devons faire deux choses à la fois. Continuer d'affirmer nos convictions générales, ce qui est notre droit, en même temps respecter les comportements et les convictions des autres, et faire en sorte que petit à petit, par la compréhension et le dialogue, les choses évoluent.
Votre visite en Chine marque-t-elle la volonté du Premier ministre d'être plus présent dans le chapitre international et de faire par exemple d'autres visites à l'étranger? Je considère que, et de très loin, ma tâche principale est en France. C'est pour cela que j'exerce mon mandat essentiellement. Néanmoins, pour essayer d'améliorer la situation de notre pays, elle commence à s'améliorer sur le plan économique et également sur le plan de l'emploi, même s'il y a encore beaucoup de difficultés. Cependant, il y a toute une série de questions internationales qui requièrent tout naturellement l'attention du gouvernement. Je considère que s'agissant de la politique extérieure, notre Constitution confie des responsabilités, cela va de soi au président de la République et au gouvernement, et qu'ils doivent les assumer et les exercer en bonne intelligence. C'est ce qui s'est fait dans la préparation de mon voyage en Chine, c'est ce qui s'est fait également dans l'affaire du GATT ou lors de la crise monétaire de l'an dernier. Je n'ai pas dans l'immédiat de projet de voyage ailleurs à l'étranger. Si je devais en faire d'autres, ce serait toujours parce que je considérerais qu'il s'agit d'un problème important et qui rejaillit sur la vie de notre pays et sur sa politique économique et intérieure. Bernard Kouchner critique le comportement d'Édouard Balladur en Chine dans un entretien qui sera publié demain par le journal du dimanche. L'ancien ministre reproche au chef du gouvernement d'avoir fermé les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme. François de Grossouvre s'est bien suicidé, le parquet de Paris l'a confirmé aujourd'hui. Il n'ouvrira donc pas d'informations judiciaires sur les causes de la mort. Des causes encore obscures. Françoise Vallée et Thierry Monnier sont allés dans le village de l'ancien conseiller du président de la République, Lusigny, dans l'Allier, pour tenter de comprendre, mais le village ne comprend pas. Discret à Paris, François de Grossouvre l'était également dans l'Allier, où il était venu s'installer dans les années 60. Ici, à Lusigny, il venait passer les week-ends, retrouver sa famille pour se reposer. Au village, sans ignorer ses fonctions, peu de gens le connaissaient vraiment. Parfois, le dimanche, il se rendait à l'église avec son épouse. C'était des gens très discrets, mais quand on les rencontrait, très aimables. Hein. C'était pas des gens méprisants, hautains, comme on aurait pu... C'est vrai, parce que c'était des gens qui avaient une certaine situation. Mais ils étaient très bien accueillis dans le pays. Hein. Ça m'a quand même surpris, mais enfin, ma femme était allée à la messe des Rameaux, elle l'avait vu, elle m'a dit, monsieur de Grossouvre, il est certainement très malade. Oui, parce qu'elle l'a trouvé déprimé. C'est dans cette propriété au milieu des bois que la famille de Grossouvre accueillait le président. François Mitterrand, qui venait très souvent au début de son septennat, se faisait plus rare ces dernières années. Avec Pierre, l'ami qui l'avait convaincu d'habiter la région, il partageait la même passion, l'équitation. Et quand il faisait du sport, il luttait. Faire du concours hippique, il montait pas mal. C'était pas Jean Cardiola, mais se tirait d'affaire. Mais c'était une lutte pour réussir, pour tout. Il a toujours lutté pour réussir. Alors on se flingue pas à la fin. Après une cérémonie religieuse célébrée dans l'intimité lundi matin à Moulins, François de Grossouvre reposera dans le petit cimetière de Lusigny. La campagne européenne de Dominique Baudis commence discrètement, sans tapage, pour convaincre les messieurs de la majorité encore réticents à son égard. Le premier de la liste est allé voir les dames de la majorité à la Maison de la Chimie à Paris. Et l'alchimie s'est faite. Agnès Molinier, Luc Bachofen. Derrière la galanterie, il y a quand même la politique. Après les doutes qu'ont émis les hommes de la majorité sur sa désignation, Dominique Baudis pense que les femmes du RPR et de l'UDF seront plus sensibles à son image d'Européen. Je m'aperçois que les femmes parlent davantage des vrais problèmes. Elles ont parlé toute la matinée de l'Europe et pas du tout d'affaires de politique politicienne. Ensuite, elles sont toutes unies, 8 associations, mais qui travaillent ensemble. Je trouve que c'est un très bel exemple pour les états-majors politiques. Son message est donc bien passé. Pour lui, il faut réformer l'Europe. Lui donner une nouvelle définition, lui assigner des objectifs forts, mettre l'Europe au service de l'emploi, mettre l'Europe au service de la paix. Qu'elles soient élues ou simples militantes, les femmes de l'union de la majorité sont sous le charme, même quand elles sont au RPR. Je suis enchantée que ce soit M. Baudis, surtout après cette réunion où il nous a écoutés, il nous a comprises et il nous a promis de nous aider. Les interrogations que les hommes se sont posées, nous ne nous les sommes pas posées. Nous étions tendus vers notre objectif, réussir, et réussir pour l'Europe et réussir pour les femmes. Il a fallu immortaliser cette parfaite entente, un moment si rare en politique,
les femmes de la majorité espèrent quand même y avoir gagné quelque chose, un tiers des places sur la future liste d'union. Jean-François Deniau, son concurrent malheureux au sein de l'UDF, sera l'invité demain de l'heure de vérité à midi sur France 2. Il y avait 8 passagers clandestins sur l'Altaïr. L'Altaïr est un cargo allemand qui était parti de Douala au Cameroun pour Dunkerque. Le capitaine du navire veut reprendre la mer sans ses passagers surprise, mais la France ne veut pas les accueillir, donc problème. Benoît Gadret, Gilles Balbastre. Tout au fond de la cale, des clandestins reclus, des Africains sans papier, réfugiés dans ne sait quel pays. Il y a un mois, à Douala au Cameroun, ils se sont glissés dans la cale de ce navire, en partance pour la France. Ils ne l'ont plus quitté. Un voyage inhumain avec comme seul espoir l'asile politique en France. Ce matin, un aumônier anglais vient leur annoncer la nouvelle. La France refuse de les accueillir. Selon la déclaration des Nations Unies, tout être humain a le droit de demander la liberté dans tous les pays du monde. Selon la déclaration des Nations Unies de l'homme. Alors je demande qu'on respecte les droits de l'homme. Regardez-nous, regardez les conditions. Regardez, on dort sous le fer là. Les hommes décident alors de se mutiler. Le désespoir est tel qu'il nous faut quitter le navire, de peur que cet homme, devant la caméra, commette l'irréparable. Le capitaine, lui, refuse d'appareiller. Pas question de prendre la mer dans ces conditions. Les membres de l'équipage ont peur pour leur vie et si on n'a pas l'assistance des autorités françaises, l'équipage est prêt à quitter le navire. En début d'après-midi, le sous-préfet arrive enfin. Dans la cale, 3 des 7 hommes sont couchés. On ne sait pas s'ils sont blessés. Les autorités font donc appel au GIPN, qui sans mal neutralise des hommes terrassés de fatigue. Un des clandestins a avalé des produits chimiques de fond de cale, l'autre souffre de fractures. Ils sont évacués vers l'hôpital de Dunkerque. En fin d'après-midi, le préfet, peu disert sur cet événement, accepte finalement que les 5 hommes restant à bord soient débarqués. Aux frais de l'armement, ils seront conduits à Paris, puis expulsés. Crémalville, Paris à pied. La longue marche contre Superphénix a commencé aujourd'hui dans l'Isère. Les antinucléaires veulent ainsi utiliser l'énergie la plus ancienne qui soit, la marche, contre l'énergie la plus moderne qui soit. Reportage de José Blanc-Lapierre et Jacques Gérard. Dans la marche, il y a une bonne dose d'obstination et c'est bien le cas de ces écologistes. Rien ne les arrêtera dans leur détermination. Ils demandent l'arrêt pur et simple de Superphénix. Je suis là pour demander à M. Balladur de dire ça suffit, il faut arrêter définitivement Superphénix. On était déjà là en 77 et on n'a pas tellement changé d'avis. Au contraire, même depuis ce qui s'est passé à Cadarache, on est plutôt confirmé, non? Ils sont venus de toute la France, mais aussi des pays voisins. Les plus nombreux étaient suisses, inquiets de la proximité de la centrale. Nous sommes à 70 km du lieu de la centrale, nous sommes en première ligne en cas d'accident et nous sommes résolus à nous battre jusqu'au bout pour obtenir la fermeture de cette centrale. Ils se donnent un mois et une trentaine d'étapes pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ils iront jusqu'à Fessenheim, l'une des premières centrales nucléaires, puis devant le Parlement européen. Et le 26 avril, date anniversaire de Tchernobyl, rendez-vous à Nogent-sur-Seine. Nous sommes optimistes parce que depuis 17 ans que nous menons cette lutte pour empêcher sa construction et maintenant empêcher son redémarrage, nous pensons avoir suffisamment fait la preuve que cette installation est inutile, coûteuse et dangereuse. Tout le long du parcours, ils enverront des cartes postales au Premier ministre qu'ils comptent bien rencontrer à l'issue de leur périple le 8 mai à Matignon. Les Européens contre Superphénix veulent ainsi faire entendre leur voix un mois avant le débat national sur l'énergie. L'appel des Girondins à Saint-Gobain. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Bordeaux pour dissuader le groupe de fermer l'une de ses usines dans les Landes. François Privat, Philippe Dumail. Ils étaient 5000 ce matin dans les rues de Bordeaux. Pratiquement tous venus des Landes, ils refusent la fermeture de la papeterie de la cellulose du Pin, à Tartas, une bourgade de 2500 habitants. Alors que la décision de Saint-Gobain, son actionnaire, semble irrévocable. J'ai été embauché définitivement depuis le 1er janvier. Ça fait peu, ça fait 3 semaines après, j'ai appris que Tartas fermé. En 1991, la direction de Saint-Gobain considérait l'usine de Tartas comme l'une des plus performantes du groupe. Ici, 300 salariés produisent essentiellement des pâtes absorbantes utilisées pour la fabrication de couches culottes.
L'année dernière, la chute des cours du bois scandinave a provoqué un déficit de 150 millions de francs pour l'unité landaise de la cellulose. Aujourd'hui, c'est un bassin d'au moins 1000 emplois indirects qui risque de disparaître. Je travaille dans un garage Renault et bon, je défends quand même les employés de la cellulose du père et puis pour nous aussi, parce que ça concerne notre emploi aussi. Ça nous apporte du travail à tous. Je suis concernée, mon ami travaille et moi j'ai en plus un petit commerce à 20 km de là. Alors ça va être dur quoi. Voilà. Vous y croyez encore? Oui, il faut y croire. Ils se battent et nous on sera toujours à leur côté. 26 000 signatures de soutien synonymes d'ultime espoir ont été remises au président du Conseil régional d'Aquitaine, alors que le 18 avril, lors d'un comité d'établissement, Saint-Gobain pourrait annoncer officiellement la fermeture de l'usine. Ce n'est plus mars en avril, mais janvier en avril. Il fait froid, il pleut, il a même neigé, et pas seulement sur les Alpes. La région de Dunkerque a eu droit aujourd'hui à sa part d'hiver. Il faudra donc écouter avec attention les prévisions et surtout les conseils de Nathalie Riouet tout à l'heure. Les risques d'accident à l'occasion des départs sont réels. Les risques d'avalanche aussi en montagne. Agnès Varamian et Raymond Chaplard sont allés à Courchevel et ont suivi des pisteurs qui travaillent d'arrache-pied pour vous rendre les vacances agréables. Il a neigé toute la nuit et le brouillard n'a daigné se lever que vers 15 h. Éclaircie inespérée pour se remettre au travail, damer les pistes, d'abord la nuit, puis en pleine journée, car pour Serge, en ce moment, c'est double service. On aurait bien aimé que la neige qui tombe maintenant, elle tombe au début mars. Oui, mais problème, on ne choisit pas. Alors 1,70 m de neige fraîche en altitude, c'est presque trop. Au-dessus de 2500 mètres, certaines pistes sont fermées. Neige. Trop neige. Every day. And now? And now? It's sunny? C'est merveilleux. But only for 10 minutes. Les touristes veulent le soleil, et pas seulement pour 10 minutes, mais la moindre éclaircie est pour les pisteurs une aubaine. Aujourd'hui, là, on a pu déclencher un peu tout ce qui était secteur rapproché de la station. Et on a profité pour déclencher un secteur, vous voyez, assez plus éloigné. Déclencher des avalanches pour décoller le manteau neigeux qui menace les skieurs un peu plus bas. On met une charge sur un couloir et la charge explose au-dessus du manteau neigeux. Ce qui est beaucoup plus efficace qu'une charge qui se trouve à l'intérieur de la neige. Pourquoi? C'est l'onde de choc qui provoque le déclenchement d'une avalanche. Cela s'appelle un catex, un câble qui emmène une charge explosive. Gaston, Bernard surveillent que personne ne s'approche avant le grand boom. Ok, c'est parti. Mais pour les pisteurs, il faut aussi baliser, redresser la signalisation pour éviter la dispersion des skieurs hors des pistes. Ils y vont toujours les premiers pour prévenir le danger. Tout risque prévenu, reste seul le plaisir. L'info la plus compliquée qui soit, vous allez la lire en même temps que moi. Il s'agit du tiercé, 10, 9, 3, dans l'ordre, moins de 3 000 francs dans le désordre, vous le voyez. Quarté plus, 10, 9, 3, 7, vous gagnez un peu plus dans l'ordre et un peu plus dans le désordre. Quinté plus, c'est la fortune pour ceux qui auront joué. Le 10, le 9, le 3, le 7 et le 11. Encore quelques secondes pour noter. Si vous jouez, vous avez noté, c'est fait. L'abbé Monet a disparu et son village le réclame, mais l'abbé Monet ne reviendra pas parce que l'évêché a mis le holà. L'abbé Monet est exorciste. Sandrine Meurque et Olivier Combe nous racontent l'histoire qui se déroule près de Carcassonne, dans l'Aude. C'est comme un week-end sans le bon Dieu, sans monsieur l'abbé, c'est pas un week-end. C'est un peu un week-end, mais triste. T'imagines, toi, si le monsieur, là, le nouveau curé, soit pas gentil, qu'est-ce que tu ferais, toi? Détresse chez les paroissiens juniors de Palaja. Leur monsieur le curé, celui avec qui ils allaient braconner les crevisses tout en devisant du bon Dieu, a claqué la porte de l'église. Parce que l'évêché de Carcassonne lui demandait d'arrêter ses pratiques d'exorciste, l'abbé Monet a brusquement pris sa retraite. Il chassait les mauvais esprits des gens. Alors quand il y a un gens qui était fous parce qu'il voyait des esprits, il essayait de les chasser. Alors un évêque lui a dit où il arrêtait, où il partait. Il est obligé de partir. En 38 ans d'office, ce curé en soutane de 72 ans avait baptisé, marié et enterré 3 générations d'Audois. Et puis on venait de loin pour lui parler. De mauvais sort ou d'envoûtement peut-être, mais surtout du mal de vivre.
Délicate frontière entre le fin psychologue et le chasseur de diables. Si exorciser, c'est écouter les gens, oui, c'est un exorciste, quoi. Vous savez, les gens, pour un oui, pour un non, ils se disent possédés par le démon. Mais tout le monde, si chaque fois que vous avez un problème, vous êtes possédé par le démon. Moi, j'ai une fille qui a été opérée 35 fois, je ne suis jamais allée le trouver. Il y a des gens qui venaient, ils disaient « Je suis possédé ». Monsieur l'abbé, là, il a levé le mal. Fiction ou réalité, l'évêché de Carcassonne a tranché. Si l'Église emploie encore des exorcistes pour lutter contre le malin, l'abbé Monet n'avait pas cette attribution. Il semblait donner des conseils qui n'étaient pas toujours très judicieux, mais on ne lui a pas demandé de partir du tout. On lui a seulement dit d'être prudent on lui rappelait qu'il n'y avait pas d'exorciste dans le diocèse et que lui-même n'était pas exorciste. Parti sans préavis il y a 3 jours, l'abbé laisse un grand vide derrière lui. Il était très gentil, puis pour en connaître un de aussi gentil, ça va pas être facile. Quant à Gibus, il doit aimer l'enfer, il a même pris un abonnement, il y est allé à plusieurs reprises, pas seul, mais il est arrivé le premier en 92 et en 93. Il y prend un tel plaisir qu'il veut y retourner demain. Gibus, c'est Gilbert Duclos-Lassalle, l'enfer, c'est le Paris-Roubaix, Laurent-Frédéric Bollet. 2 images pour un même homme, 2 victoires dans une même course. Gilbert Duclos-Lassalle et Paris-Roubaix en solitaire ou à 8 cm près. Même résultat, même soif de vaincre à presque 40 ans sur les fameux pavés. Il peut manquer un pavé ou deux dans les secteurs, mais le paysage reste toujours le même. Et les maisons, les églises comme la tranchée d'Arenberg, elle est toujours au même endroit. Donc des repères très précis qu'on reconnaît aux cassettes vidéo. Les cassettes vidéo pour se repérer et les vieilles images pour se souvenir. Paris-Roubaix, c'est 56 km sur 270 de pavés. Chute, boue, sueur, Bobet, Van Looy, Merckx, Moser, Bernard Hinault, ils ont su se sublimer. Duclos-Lassalle, lui, l'a fait ces 2 dernières années. Il est devenu un héros et même de bande dessinée. Pas une raison pour buller cette année. Moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être prêt physiquement, pour être prêt moralement. Je l'étais les 2 années précédentes, je ne vois pas la 3e. Pourquoi que ce dicton ne se réaliserait pas? Alors demain, Duclos-Lassalle retournera une nouvelle fois dans l'enfer, comme la tranchée d'Arambert. Souffrance du père, fierté du fils, Duclos tentera la passe de 3 que seul Moser a réussi par le passé. Alors quand on est devenu un héros de BD, pourquoi ne pas se sentir invincible et rêver aux exploits les plus fous? Les coureurs cyclistes ne se plaindront pas quand ils verront ce reportage de Pascal Doucet-Bon et Bernie Mériot. Ils nous font découvrir le véritable héros de l'enfer du Nord, celui qu'il a parcouru pendant 20 ans, dans l'ombre, sans télé, sans lumière. Émile Cacheux, aujourd'hui retraité, hier, facteur. Ces pavés-là, même les organisateurs du Paris-Roubaix n'en veulent pas. Nous sommes dans la trouée de Lambrec, qui fut 15 années durant le territoire d'Émile. Émile Cacheux, le facteur héroïque qui a souffert le martyre jusqu'à l'arrivée des voitures dans les années 70. Émile qui bravait sans sourciller les intempéries de l'enfer du Nord et qui n'est jamais tombé. La technique, c'est d'être bon équilibriste et de savoir où on met les héros pour passer. La route, je la connais par cœur. Je connais toutes les grilles de pavés. Je peux leur donner un nom si j'aurais voulu. Même dans l'eau, même en roulant dans l'eau. C'est la bronchite qui a interdit à Émile de descendre à la mine. Alors il est devenu facteur parce qu'il avait besoin d'air et à cause du vélo. Aujourd'hui, le docteur lui a dit pas plus d'1 quart d'heure par jour. Et pas sur les pavés, surtout. Alors Émile pédale dans sa véranda et garde son enfer du Nord dans sa tête. Ces pavés-là, principalement, je les ai détestés parce que c'était vraiment dur. Mais comme ça faisait partie de ma tournée, il fallait que j'y aille. Je ne pouvais pas faire autrement. Le courrier, il fallait qu'il soit distribué. Demain, le Paris-Roubaix passera sur les pavés plus civilisés de la tranchée d'Arambert. On y applaudira Duclos-Lassalle et les autres. Émile, lui, gardera ses exploits passés pour lui, loin des applaudissements. Demain sur France 2, les amateurs de sport seront comblés avec la retransmission en direct de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 18 h. Il s'agit bien sûr de football. Elle opposera le Nigeria à la Zambie, le favori, à une équipe ressuscitée. Dominique Leglou. Demain, au moment où retentira l'hymne zambien, les dirigeants de l'équipe nationale pourront vraiment prétendre qu'ils croient au miracle. Souvenez-vous, c'était presque il y a 1 an jour pour jour, le 27 avril 1993. L'équipe de football de Zambie était victime d'un tragique accident d'avion près de Libreville au Gabon.
30 victimes, dont 18 joueurs. Pendant une semaine, le pays groggy voulait renoncer aux qualifications pour la Coupe du monde de football. Et puis, en mémoire des disparus, les Zambiens ont décidé de rebâtir une équipe autour des 2 survivants. 2 joueurs qui, évoluant à l'étranger, n'étaient pas de ce tragique voyage. Kalusha Bwalia et Johnson Bwalia ont même à un moment fait espérer que la Zambie allait aller aux États-Unis. Hélas, le Maroc eut le dernier mot. Fabuleuse renaissance. C'est là, dans cette région du nord du pays, le Copperbelt, qu'on alla chercher les nouveaux talents. Le Copperbelt, la ceinture de cuivre du pays, fournit 80% des joueurs de la nouvelle équipe. Mufulira est le village d'origine de Kalusha Bwalia, la grande star du PSV Eindhoven. Et si le plus jeune de ses frères n'est pas encore en équipe nationale, Joe, le cadet, l'a rejoint pour défendre les couleurs des Aigles. Aidé par les fédérations étrangères, près d'entraîneurs, stages à tarifs préférentiels, équipements sportifs, la Zambie est l'équipe de cœur de cette 19e Coupe d'Afrique des Nations. Mais en finale, face aux professionnels mercenaires nigérians, le petit pousset zambien devra croire une deuxième fois au miracle. Sait-on jamais? Après tout, s'il parvient à museler l'appétit d'ogre de Rachidi Yekini, le buteur nigérian, 5 buts dans cette Coupe d'Afrique, tout est possible. Il suffit juste d'y croire. Demain 18h sur France 2. Kurt Cobain entrera peut-être dans la légende comme Jimi Hendrix, Jim Morrison ou Brian Jones. Il était le chanteur du groupe rock Nirvana. Il s'est donné la mort hier chez lui aux États-Unis. Il se trouvait trop vieux, trop laid, trop mal. Il n'avait que 28 ans, Thierry. Une petite maison bourgeoise à Seattle, quartier résidentiel. C'est là que Kurt Cobain, 27 ans, le prince du rock grinçant grunge des années 90, cachait son mal de vivre. C'est là qu'hier, à 8h30 du matin, un électricien l'a découvert, après qu'il se soit tiré une balle dans la tête. Quand l'électricien regardait à l'intérieur, il a vu un homme allongé sur le sol et il a remarqué qu'il avait un trou à la tête et qu'il y avait une note expliquant son suicide à côté. Pour la jeunesse américaine, sa chevelure blonde était devenue le symbole du refus de l'Amérique reaganienne et puritaine. Fondateur du groupe Nirvana en 88, très vite, il est le chef incontesté du mouvement grunge. En 91, son album Nevermind se vend à des millions d'exemplaires, rivalisant avec Michael Jackson et Dire Straits. Le mois dernier, Kurt Cobain avait failli mourir d'une overdose. Hier, il est allé rejoindre le cercle des rockers disparus, Jim Morrison, Jimi Hendrix. À 27 ans, le petit prince américain n'a pas voulu vivre plus longtemps. Kurt Cobain. Et c'est la fin de ce journal avec des annonces maison nombreuses ce soir. Dans un instant, Nathalie Rouet vous parlera du mauvais temps en France demain. 20h50, que le meilleur gagne spécial pour les enfants de Sarajevo. 22h45, le retour de Thierry Ardisson qui a tous les culots, qui traverse les siècles et qui va interviewer pour vous ce soir des fantômes. 0h11, le dernier journal d'Isabelle Staes qui appréciera l'information du jour. Envoyé spécial, le magazine de la rédaction de France 2 reste l'émission préférée des Français avec Thalassa, l'émission des marins de la Troie. Bonne soirée sur France 2, à demain 13h après l'heure de vérité. Bonsoir.